Test. Alors, bonjour, je suis Moussa Absbaï, docteur en informatique en co-tutelle entre l'Université Avignon et l'Université Mohamed Ier d'Oujda au Maroc. Alors, je vais vous présenter notre projet Apprentissage fédéré pour des données hétérogènes et sensibles, Trust. Je travaille avec mon directeur de thèse, Rachid El Azouzier, et Anna Melin qu'on va présenter ici. Alors, les systèmes d'intelligence artificielle qu'on connaît tous, comme ChatGPT par exemple, utilisent une approche classique d'apprentissage, nommée l'apprentissage centralisé, dans laquelle une massive quantité de données générées par des utilisateurs sont transférées à travers les réseaux vers un serveur centralisé sur lequel on effectue l'apprentissage des modèles. Alors, pour donner une ordre d'idée, ces quantités peuvent atteindre des milliers et des centaines de milliards de téraoctets. Par exemple, sur ChatGPT, on estime qu'il a été entraîné sur 855 milliards téraoctets de données. Alors, cette approche classique d'apprentissage centralisé, elle cause plusieurs problématiques puisqu'elle ne respecte pas la confidentialité des données des utilisateurs, puisque les utilisateurs partagent leurs données avec une autre entité et elle pose des problèmes au niveau de son besoin qui est indispensable des ressources de stockage au niveau des serveurs centralisés. Alors, c'est pour cela une nouvelle approche a été introduite en 2017 par des groupes chercheurs de Google, nommé l'apprentissage fédéré, dans lequel l'apprentissage des systèmes et des modèles d'intelligence se font au niveau des utilisateurs. Alors, il n'y aura pas ce partage de données local entre les utilisateurs et un serveur centralisé. Alors, pour ceux qui proposent cette nouvelle approche d'apprentissage fédéré, alors elle est plus conforme au règlement général de protection de données GRPD, puisque, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de partage de données avec une autre entité. Elle réduit notamment les coûts liés au transfert de données, puisque les utilisateurs ne partagent pas leurs données qui sont volumineuses, mais ils partagent seulement des modèles qui sont moins volumineux par rapport aux bases de données générées. Encore, elle est plus adaptée au système distribué, puisqu'il n'y a pas une grande appartenance, il n'y a pas une grande... en fait, on annule et on réduit au maximum la liaison entre les utilisateurs avec leur serveur central. Alors, et aussi, cette approche peut donner des modèles d'intelligence artificielle plus personnalisés, plus adaptés aux données générées par les utilisateurs. Alors, le fait que cette approche respecte la confidentialité des données des utilisateurs, elle est très adaptée au domaine où la confidentialité des données est importante, comme le domaine de la santé, la finance ou les systèmes liés au gouvernement. Alors, le Fidelity Learning fait face à deux majeurs défis qui sont l'hétérogénéité système et l'hétérogénéité statistique. L'hétérogénéité système fait référence aux diversités matérielles et des appareils de chaque utilisateur, car chaque utilisateur peut avoir un appareil avec des ressources de calcul qui est plus ou moins différente. Il y a une différence d'autonomie de batterie entre chaque utilisateur et chaque appareil, et même chaque appareil utilise une technologie différente de communication de réseau, ce qui affecte énormément les performances des modèles globaux. Alors, pour l'hétérogénéité statistique, elle fait référence à la différence entre la distribution des données de chaque utilisateur. Alors, ici, je vais vous présenter, c'est une illustration de cette hétérogénéité statistique. Alors, sur le graphe à droite, chaque bâtonnet représente la base de données d'un client et chaque couleur représente une classe de data.
Pour les données peut être, par exemple sur la figure à gauche, des images représentant des avions, des chiens et des chats. Ces avions et chats sont les classes sont les classes qu'on effectue cette hétérogénéité, plus ou moins. Alors, cette hétérogénéité statistique fait référence à la différence de répartition de ces classes au niveau de chaque base de données de chaque client. Alors, nous sommes intéressés d'étudier l'impact de cette hétérogénéité statistique sur les performances du modèle global résultant du système d'apprentissage fédéré. En fait, le modèle global, c'est une agrégation de plusieurs modèles locaux de chaque utilisateur. Alors, pour donner un ordre, une illustration de l'impact de cette hétérogénéité statistique sur les performances, sur la figure à droite, nous avons testé un modèle de classification d'images avec des données sans hétérogénéité statistique en bleu et des données avec l'hétérogénéité statistique en jaune. Et on remarque bien que les performances de modèles ils ont passé de 60% de précision à peu près 20% de précision. Alors, c'est pour cela nous avons essayé de travailler sur les problématiques suivantes de comment quantifier la contribution statistique de chaque utilisateur tout en garantissant la confidentialité de ces données, et comment concevoir un schéma intelligent pour sélectionner les données, les clients pour effectuer l'apprentissage, et comment développer des stratégies plus efficaces pour l'entraînement des utilisateurs. Alors, pour la quantification de la contribution de chaque client, il existe dans la littérature deux approches qu'on peut les suivre. La première approche, elle est basée sur les modèles. Par exemple, la contribution d'un client, il est associé à la divergence de son modèle local avec le modèle global, ou bien la similitude entre les signes de son modèle et le modèle global. Et la deuxième approche, c'est qu'on se base sur les données des clients. Par exemple, on peut trouver des systèmes qui donnent plus d'importance aux utilisateurs avec plus de données, et même ils peuvent utiliser des mesures statistiques sur les données de chaque client. Alors, une des solutions présentes pour traiter cette hétérogénéité statistique, c'est le clustering des clients. Le clustering des clients fait référence à regrouper les clients sur des sous-groupes suivant une métrique qu'on définit préalablement. Cette métrique peut être la similarité entre les distributions de données entre les clients, la similarité entre le comportement de chaque modèle local. Alors, une des approches que nous avons testées, c'était IFCA. C'est une solution qui fait le clustering des clients suivant la valeur de perte de chaque modèle local des utilisateurs, et affecte un modèle global à chaque groupe de données. Au final, au contraire de l'approche classique d'avoir un seul modèle global, on aura un modèle pour chaque groupe de clients qui sera plus adapté, plus personnalisé aux besoins de ce groupe. Alors, pour vous montrer un exemple qui est simple, ici nous avons prédéfini deux groupes de clients avec une distribution qui est très différente entre elles. Alors, pour cette configuration de données, l'approche a donné des bons résultats puisqu'elle a pu regrouper les clients suivant leur distribution correcte, et elle a donné deux modèles résultants qui sont assez performants pour la tâche qu'on avait fait. Alors, aussi nous avons proposé une autre approche basée sur les bases de données, sur les bases de données des clients, en utilisant la divergence de Kullback-Leibler et les distributions de probabilité de données de chaque des clients, et aussi en utilisant aussi les algorithmes de clustering. Cette approche donne de bons résultats en termes de regroupement des clients, mais
elle peut être considérée comme elle atteint la confidentialité des utilisateurs puisque on communique plus d'informations avec le serveur, notamment la distribution des probabilités des classes. Et pour les puristes du fédéré, de l'apprentissage fédéré, il peut être pas très apprécié de suivre cette approche. Alors, pour les stratégies d'entraînement des clients, il existe une nouvelle approche pour l'entraînement des clients, nommée la participation cyclique des clients. En fait, elle propose de regrouper des clients préalablement sur des groupes déjà connus et faire l'apprentissage suivant des cycles d'entraînement. Alors nous avons testé et essayé d'évaluer l'efficacité de cette approche et aussi nous avons essayé d'évaluer l'influence du taux de participation des clients sur cette approche, puisque en réalité c'est pas la totalité des clients du réseau qui peuvent intervenir dans l'apprentissage d'un modèle. Alors il faut trouver le bon client qui peut améliorer en plus les performances du modèle global. Et aussi nous avons essayé d'évaluer l'impact de la qualité des groupes des clients. Oui, c'est ça. Alors pour la configuration des tests que nous avons fait, nous avons créé 100 clients qui sont différents suivant 5 distributions de données. Au final, on aura 5 groupes avec 20 clients qui ont une distribution à peu près similaire. Alors, pour les résultats des expériences liées à la participation des clients, nous avons trouvé que le taux de participation des clients n'a pas une grande influence sur les performances de ce modèle global, même en choisissant des taux qui sont assez bas, de 2% à 5% du taux général. Et pour l'impact de la qualité des groupes de clients, nous avons essayé d'augmenter l'hétérogénéité des distributions de données au sein de chaque groupe. Alors nous avons défini des groupes. Au lieu de suivre la distribution des clients, nous avons créé des groupes de clients qui sont aléatoires. Et les résultats de nos expériences ont donné que la qualité des groupes n'a pas elle aussi une grande influence sur le modèle global. Alors, pour être honnête, ces expériences-là n'étaient pas ce qu'on attendait nous au plus, parce que c'est logique que le taux de participation et la qualité des groupes auront forcément une influence sur les performances de ce modèle. Alors c'est pour cela que nous sommes partis sur la partie théorique et d'analyser la partie théorique derrière cette approche en essayant de comprendre le quoi du comment le modèle converge, le modèle d'intelligence artificielle converge, et pour trouver des bonnes configurations de tests plus adaptées à nos attentes et de connaître et savoir les hyperparamètres qui influencent le plus le modèle et les performances du modèle global. Alors, pour les travaux en cours et les travaux futurs, nous sommes intéressés par une nouvelle variante de l'apprentissage fédéré, qui est l'apprentissage fédéré à modèle multiple. La différence entre l'approche classique et cette approche, c'est que chaque utilisateur participe non pas à l'apprentissage, à l'entraînement d'un seul modèle, mais participe à l'apprentissage de plusieurs modèles plusieurs modèles avec des architectures différentes et qui correspondent à des tâches différentes avec des bases de données qui sont différentes. Alors, cette nouvelle variante, elle fait face à plusieurs challenges qui sont le choix des clients qui vont influencer
les performances du modèle et trouver des bonnes stratégies pour choisir les clients et les schémas d'entraînement pour avoir des performances qui sont élevées, des bonnes performances élevées pour tous les modèles d'entraînement. Ces challenges sont liés avec les travaux que nous avons déjà réalisés, notamment liés à la répartition des clients, liés à le clustering des clients. Alors, ce qui nous donne la possibilité de donner des contributions dans ce domaine. Alors, pour conclure, l'apprentissage fédéré, c'est une approche qui donne plus innovante, qui maintient la confidentialité des clients. Elle fait face elle fait face à l'impact de l'hétérogénéité statistique, et nous avons essayé d'étudier l'impact et les différents hyperparamètres qui peuvent affecter cette approche. Merci à vous. Des questions? Merci beaucoup, Moussab. On a un petit quart d'heure, je crois, de questions-réponses. Donc, pour le schéma là, de l'apprentissage cyclique, même le premier, celui d'avant, ici, quand vous repartez, c'est toujours les deux mêmes, non? Vous changez de... Oui, ça change. Oui. Ah voilà, d'accord, c'est... Ouais. À chaque cycle d'entraînement, deux autres clients vont être choisis. D'accord. Et à quel moment vous arrêtez la boucle? À chaque fois, vous mesurez le loss, et à un moment, quand il descend plus, vous arrêtez le cycle. J'ai juste une question de concept. Pour le cycle, il arrête avec le nombre de groupes qu'on a. Alors, l'apprentissage doit être fait sur tous les groupes qu'on a prédéfinis avant. Par exemple, ici, quand le cycle va arrêter, quand il va passer sur les 3 groupes. D'accord. On va faire l'apprentissage des 3 groupes, c'est ça. Et l'évaluation du loss, il peut être faite pour chaque étape. D'accord. Et même chose pour quand on est sur des groupes hétérogènes. C'est ça, oui. D'accord. C'est surprenant qu'en ayant des groupes hétérogènes, ça n'influe pas. Oui, c'est ça le problème qu'on a. Ça nous a étonné nous aussi, mais c'est un problème. Oui, oui. Enfin, ah bon? Mais car le fait de regrouper des clients qui ont des mêmes performances, des mêmes distributions, va notamment ne pas diverger l'apprentissage, ou bien ne va pas influencer la divergence du modèle. Ah d'accord, dans ce sens-là. Ouais. Quand il y a un problème, il y a travail et recherche, donc c'est parfait pour vous. D'autres questions? Ce que vous appelez les clients, vous avez créé des faux clients de manière théorique, avec des données c'est pas des... Pour les expérimentations, pour moi, j'ai fait des simulations avec un framework Flower. Il est reconnu dans le Federated Learning. Il est déjà très utilisé dans le Federated Learning. J'ai une question ou une remarque sur la slide précédente, la 15. Donc là, tu disais que le clustering de clients comme ça, là, ça pouvait marcher, mais que ça allait à l'encontre des principes de l'apprentissage fédéré. Mais est-ce que ça ne serait pas possible d'appliquer une méthode de clustering des clients qui est elle-même distribuée, de manière à avoir seulement cette information, les clusters qui constituent les clients, et ensuite l'utiliser pour faire l'apprentissage fédéré du problème que tu veux résoudre? Parce qu'il existe des méthodes distribuées de clustering. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. Ouais. Après, je sais pas quelles sont leurs garanties en termes de protection des données,
Mais si c'est vraiment une piste qui est prometteuse, ça pourrait être quelque chose ça pourrait être un point à vérifier. Je sais pas, t'as compris ce que je voulais dire? Ouais. Oui. Si le problème c'est juste que dans cette approche-là, il faudrait centraliser, il faudrait avoir les données clients au niveau du serveur pour pouvoir calculer les clusters de clients. Non. Ici, le problème, c'est que les clients partagent plus d'informations, donnent au serveur une information autre que le modèle. Oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. Mais du coup, faudrait voir parmi les méthodes qui existent de clustering distribué, lesquelles offrent des garanties de préserver la confidentialité et permettraient d'avoir ces clusters sans avoir à transmettre au serveur central ces informations, quoi. Par exemple, ils travaillent avec au lieu de transmettre l'information brute, les données brutes, tu peux transmettre des distances entre les points, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Entre les points les modèles. Ouais, entre les points que tu veux. Non, entre les points que tu veux clusteriser. Les points. T'es pas obligé de transmettre la position des points dans l'espace. Les points, c'est les clients ici que tu veux clusteriser. Tu peux transmettre la matrice de distance entre eux, par exemple. Mais dans le federated learning, même les clients n'ont pas de communication entre eux. Alors, déjà, tout se fait au niveau du serveur. Oui, d'accord. Mais là, tu parles du moment où tu commences à faire ton apprentissage pour résoudre le problème qui t'intéresse. Mais moi, je parle d'une phase en amont, avant ça. Si l'idée, c'est juste d'avoir accès à des clusters de clients pour améliorer l'apprentissage ensuite, tu pourrais faire complètement séparément, une phase distribuée de clustering pour déterminer les clusters et ensuite transmettre les clusters à ta méthode d'apprentissage fédérée qui se base sur les clusters de clients pour voir si ça améliore. Bon. C'est une piste à... Merci. Moi, du coup, j'en profite, j'ai une petite question, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis aussi responsable d'un master gouvernance des données. Je ne sais pas si tu le connais, un master dans lequel Rachid intervient, et qui s'occupe, c'est un master, je t'en parlerai après, je ne vais pas prendre tout le monde ici en otage. Mais du coup, cette articulation entre, en gros, développement, innovation et protection des données, c'est typiquement, et ensuite leur implémentation dans des organisations de travail, des organisations sociales, c'est typiquement ce qu'on essaye de faire, en tout cas de proposer aux étudiants de master, évidemment pas en thèse. Mais du coup, dans ce cadre-là, ce que tu fais là, moi, m'intéresse beaucoup. Mais du coup, je me demande, alors je pense que j'ai pas tout compris à ce que tu as raconté, mais c'est parce que je suis mauvais. La question que je me posais, c'était finalement quel est le projet en fait derrière. Est-ce que c'est une manière de réduire les coûts d'entraînement pour des grosses entreprises d'OpenAI et d'autres, etc., ou même dans un projet peut-être de régionalisation ou de concurrence de la part de l'Europe, par exemple, ou d'autres régions du monde, de pouvoir avoir des modèles qui soient aussi bien entraînés que ceux qui sont hyper centralisés, qui peuvent se payer les moyens d'avoir 855 Tera de données pour s'être entraînés. Donc, est-ce que le projet, c'est de réduire les coûts pour des entreprises classiques, en fait, ce qui aurait aussi son utilité, ou est-ce que le projet, ce serait une forme d'individualisation presque, je ne sais pas si on peut arriver à cet endroit-là, d'individualisation de ce type de modèle pour, si ce n'est des individus, mais pour des universités, pour tu vois ce que je veux dire? Est-ce que... Pas vraiment. Ce que j'ai compris, c'est que déjà, pourquoi l'apprentissage fédéral a été introduit pour traiter le cas de ce partage de données des clients, des utilisateurs à une autre entité. Et l'idéal est de maintenir cette confidentialité des données au niveau de chaque client. Alors, si jamais moi, considéré comme utilisateur, je génère des données, c'est mon propre droit que mes données restent dans mon appareil et qu'ils ne soient pas partagées avec un centre de données, bien un serveur. Oui, mais du coup, est-ce que le projet, c'est que du coup, ce modèle qui est entraîné, il est beaucoup plus proche de mes centres, de mes données, et donc beaucoup plus adapté à mes propres... C'est l'idéal, oui. C'est que ce modèle généré soit aussi adapté à mes besoins et si jamais il rencontre des nouvelles données ou bien de nouvelles tâches, doit avoir cette connaissance retenue par d'autres utilisateurs
qui seront donnés et proposés pour mon modèle à moi-même. Et du coup, j'ai une autre question un peu en cascade et après je laisse la parole. Mais du coup, tu parlais un peu du coût entre guillemets, des modèles d'apprentissage classiques entre guillemets à 850. Est-ce que toi, tu es déjà à une phase où tu peux évaluer à peu près le coût de ce type d'apprentissage, que ce soit en termes de données, mais aussi de consommation, je sais pas, de coûts, de temps, alors énergétique, je sais pas si tu en es vraiment déjà là, mais ne serait-ce qu'en termes de temps ou en termes de volume de données ou... Pas vraiment. Pour mon travail, non, j'ai pas encore, j'ai pas travaillé sur cet aspect d'évaluer l'énergie, la consommation d'énergie. Je sais qu'il y en a des approches et des travaux sur lesquels ils travaillent. Je pense que au niveau de Toulouse, ils traitent cet aspect de la consommation d'énergie de l'apprentissage fédéré. Mais pour ce que je travaille, sur quoi je travaille, non, j'ai pas. Mais le volume de données est quand même beaucoup plus réduit du coup de ton travail, non? On n'est pas on est sur les mêmes ordres de grandeur comme le ChatGPT que je présente. Oui. Ouais. Oui, c'est le même volume. Non, c'est non. pas. Okay. C'est totalement différent. Moi, par exemple, les bases de données sur lesquelles je travaille sont des bases de données académiques qui sont très réduites. Par exemple, pour vous donner un exemple, CIFAR 10, il contient 60 000 images. Dit comme ça, c'est beaucoup, mais au niveau de la réalité, c'est peu. C'est très académique. Pour ce que je travaille, moi, c'est académique. Ok. Je vais éviter de... Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. Et alors moi je connais pas très bien les techniques d'apprentissage fédéré, mais j'avais entendu dire que justement la protection des données, enfin la privauté des données n'était pas complètement garantie. Il y avait toujours des possibilités de reverse engineering à partir de la contribution du modèle local au modèle global, de reconstruire, enfin je ne sais pas si de reconstruire c'est peut-être excessif, mais en tout cas d'avoir des informations sur les données qui avaient contribué en fait à l'évolution du modèle. Je ne sais pas sur le type d'architecture et de modèle que j'utilise moi. Est-ce que c'est possible de retranscrire les données des utilisateurs? Mais si jamais on utilise par exemple des architectures avec des modèles, si vous êtes familier les transformers, on peut régénérer ces données. Mais je sais pas. Je pense pas. Je sais pas. Est-ce qu'il existe déjà quelque chose pour... Je sais que ils essaient encore. Il y a des travaux qui essaient d'améliorer même la confidentialité au niveau des modèles, par exemple, soit de crypter le modèle envoyé au serveur, mais le fait de régénérer la data depuis les modèles, j'ai aucune idée pour ça. Pas d'autres questions? À ce moment-là, merci beaucoup. On va pouvoir s'arrêter là. Et merci pour votre présence toute la journée.